Aujourd'hui dans Paname, je vous propose de découvrir un quartier très stylé. C'était le quartier de Ça l'est l'édition. plus Un quartier que l'on croyait figé dans le temps et qui ne changerait jamais. Maintenant, c'est le règne des bobos. Voilà. Un quartier que l'on pensait vieillot et sans histoire. Je vis ça comme un Parisien qui n'avait pas l'habitude de visiter Paris. Il y a toute une histoire et petit à petit, en fait, on nous intègre dans cette histoire. Un quartier qui vit désormais avec son temps. Quand on est en speed, on vient ici après. En speed. Allez, suivez-moi dans le cœur de Paris pour ce nouveau numéro de Paname. Ah, Paname sous le soleil, les conditions idéales pour une balade littéraire. Ici, même les murs sont des livres. Bienvenue dans un quartier qui phosphore, mais pas seulement. Bienvenue rive gauche, à 2 pas du Luxembourg, autour de la place Saint-Sulpice. C'est ici, à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Grégoire de Tours, qu'a été fondé au milieu du XIXe siècle le Cercle de la Librairie. Un syndicat chargé de coordonner les différents métiers du livre et qui a accouché dans les années 70 du magazine Livre Hebdo. Dans cette salle de rédaction, on suit pas à pas la grande aventure du livre et donc du quartier. À mon avis, il faudrait un autre décryptage, peut-être un entretien. Si vous avez d'autres sujets qui vous paraissent importants pour figurer dans ce numéro, Soit avec un acteur du livre. Bonjour, je peux vous demander ce qui se passe autour de cette table? C'est notre conférence de rédaction hebdomadaire. Donc tous les jeudis à 10h, on prépare les numéros qui suivent, on finalise le numéro de la semaine d'après et on passe en revue les numéros qui vont arriver pour voir les sujets ensemble. Donc il y a tous les toute l'équipe qui est là. Et la une de la semaine prochaine, ce sera laquelle? Là, justement, c'est un problème. alors Livre Hebdo traite de l'actualité du livre, souvent sous un angle économique d'abord, mais aussi sous l'angle de la production, c'est les livres qui paraissent, les livres dont on parle, qui font scandale, etc. Alors, vous êtes installé là parce que c'est au cœur de l'édition à Paris, c'est le quartier de l'édition. Alors c'était le quartier de C'était, ça l'est l'édition. plus C'était le Confirmé, ça quartier l'est de plus l'édition, c'est vrai que le 6e arrondissement, par tradition, était un quartier d'imprimeurs, de libraires et donc d'éditeurs. Comment vous expliquez que le fait qu'on a l'impression que l'édition est en train de mourir, c'est ce qu'on raconte, alors que la production littéraire, elle est énorme? Je ne crois pas que l'édition meurt, moi je ne crois pas du tout. C'est vrai que c'était une période un petit peu de bouleversement sous l'influence du numérique, c'est vrai. Mais le livre se porte quand même très bien. Donc si dans le 6e, effectivement, il y a moins de maisons d'édition, au total quand même globalement en France, il y a plus de maisons d'édition. Le problème, c'est d'arriver à durer, d'arriver à constituer un catalogue, mais le livre quand même tient bon. En tout cas, il y a une production importante, puisqu'on en calculait justement récemment qu'il paraissait en moyenne 270 livres par jour. En France. Oui, c'est énorme. Vous arrivez à tout lire? Je ne lis pas 270 par jour, non. À tout feuilleter? Mais j'en lis quand même beaucoup, et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. C'est parce que j'adore les livres, que j'adore lire. Mais on peut encore le sentir, ce quartier littéraire, ce quartier des éditions? Moi, je le sens quand même parce que dans la rue, on rencontre des éditeurs facilement. Donc voilà, c'est quand même le lieu où les gens viennent déjeuner. Même les gens qui travaillent beaucoup plus loin, finalement, se retrouvent souvent ici. Eh oui, pas facile de se défaire du quartier Saint-Sulpice, même quand on l'a quitté pour implanter ses locaux sur des artères plus abordables, voire au-delà du périphérique. Ici, quelques déménagements d'éditeurs ont marqué les esprits comme ceux de Plomb, d'Hachette, de Flammarion ou des presses de la Cité. Il reste pourtant au milieu des nourritures bourgeoises quelques devantures défraîchies d'irréductibles libraires pour rappeler qu'à une époque, Saint-Sulpice avait posé le livre en haut de la pile. J'en connais un qui saura sûrement me raconter cette épopée littéraire, c'est le truculent monsieur Histoire de Paname, Frédéric Gersal. Bonjour Frédéric. Bonjour Yvan. Je gare mon véhicule. Ah oui, soyez prudent. Comment ça va? Ça va bien, merci. Je sors à l'instant des locaux du magazine Livre Hebdo. Ouais.
Pourquoi ça a toujours été le quartier historique des éditeurs ici? Alors, vous parlez d'éditeurs, il fallait parler de libraire à l'époque. Livre, libraire. On est tout au bout du quartier latin. Vous savez, la langue latine, c'était ce qui était important. C'est important pour le savoir, pour la religion, elle était présente partout. Seulement, pour pouvoir publier un livre, pour sortir, comme on dit aujourd'hui, un livre, il fallait demander l'autorisation du recteur de la Sorbonne, toute proche, qui donnait son imprimature. Donc évidemment, les libraires se sont installés tout autour pour être au plus près, pour connaître la vie du recteur. Donc ça, c'était très important. Voilà pourquoi tous les premiers libraires, puis les éditeurs, se sont installés dans ce quartier Saint-Sulpice. Avec l'église Saint-Sulpice, juste derrière nous. Pourquoi justement ce nom? On a voulu honorer en tout cas le souvenir d'un ancien évêque de Bourges qui s'appelait Sulpice. Il a fallu 100 ans pour construire ce vaisseau extraordinaire. C'est énorme avec à l'intérieur une foule. Ça abrite des merveilles. Oh. Oui, alors on peut parler de ce gnomon, vous savez ce qui donne normalement, qui donne l'heure, qui indique l'heure grâce au soleil. Et voilà, le soleil pénètre à l'intérieur de cette église, suit une petite bande en laiton et va au moment du solstice d'hiver, le 21 décembre, éclairer un monument qui est juste en C'est face. ce qu'on voit dans le film Da Vinci Code. Mais oui, absolument, l'auteur a repris ce symbole pour son énigme, évidemment. Mais c'est pas tout ce qu'on peut y voir, hein. Il y a aussi un orgue Cavalier-Coll, ce qui est quand même pas rien. Et puis d'énormes coquillages qui sont à l'entrée, dans lesquels on a mis l'eau, évidemment l'eau sacrée. Et ces coquillages avaient été offerts par la Sérénissime, c'est-à-dire par Venise, à François Ier. C'est énorme et c'est superbe. Il y a une autre merveille, on est juste devant. Ah bah oui, c'est en la face. fontaine. Ah oui, la fontaine Saint-Sulpice. Regardez ces 4 bons hommes. Alors il y en a un sur chaque face, il représente les 4 points cardinaux, alors que ce ne sont que des évêques, hein. Et il y a Mabillon aussi qui a donné son nom à une partie du quartier. Et puis on voit ces lions qui sont à leurs pieds et qui surveillent les armes de la ville de Paris. Croyez-moi, elles sont bien gardées avec eux. Des grosses pattes de lion menaçants, une église gigantesque surplombant une place immense. Tout cela en impose, mais pas assez pour étouffer l'esprit village qui règne dans le quartier. Certes, les touristes visitent davantage la haute couture et les pâtisseries fines que les bouquinistes, mais on vient encore à Saint-Sulpice pour dénicher un ouvrage ancien ou un manuscrit rare. Et pourquoi pas humer l'odeur de l'encre dans un café. Les éditeurs est le petit dernier de ces cafés où l'on peut encore croiser un prix Goncourt et un directeur de collection courtisé. Allez, je m'arrête quelques minutes et j'entre dans la peau de l'auteur célèbre. Bonjour monsieur, votre café? Avec un verre d'eau. Merci, merci. C'est agréable votre endroit, hein. C'est comme le... Vous trouvez? On a cherché à donner une ambiance de café littéraire en fait, en hommage au quartier qui est historiquement celui des quartiers, des maisons d'édition. Et nous on souhaitait rendre hommage à ces maisons d'édition en mettant des livres à disposition de nos clients à travers des bibliothèques, mais en faisant un peu plus aussi en recevant des maisons d'édition à travers des événements. Il y a un prix littéraire justement, hein, des Exactement. éditeurs. Alors le prix s'appelle le prix des éditeurs, puisqu'on s'appelle le café des éditeurs, tant qu'à faire. Les jurys sont eux-mêmes éditeurs, et le principe est de récompenser un auteur lui-même éditeur. Donc la boucle est bouclée. Et au départ, on s'était dit, nous, monde du bistrot, et des auteurs-éditeurs, on va avoir 3 bouquins chaque année, 4 bouquins, et pas du tout, il y a une quarantaine, cinquantaine d'ouvrages chaque année qui sont présélectionnés. Mais ça existe encore, le monde de l'édition dans ce quartier? On a l'impression qu'ils sont tous partis. C'est économiquement compliqué pour les toutes petites maisons d'édition qui ont pu se faire absorber par des plus grandes, qui sont parties du quartier parce que les loyers sont un peu chers. Mais il en reste. Il y a des irréductibles gaulois peut-être qui sont là encore dans le quartier. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur votre bibliothèque. Alors, comment ça se passe? J'arrive, Vous en prenez un, vous le lisez, vous repartez avec si vous voulez. Un livre volé est un livre lu, paraît-il, donc très bien, hein, pourquoi pas. Ça nous arrive, très très peu. Et la sélection se fait comment alors? Il n'y a pas de sélection. Donc on trouve le meilleur comme le pire alors? C'est ça, de Duras à Bellemare. Alors après, à vous de voir qui est le meilleur, qui est le pire, hein, je ne jugerai pas là-dessus. Merci. Merci Bonne à vous. journée. Bonne journée à vous. Un peu plus loin, grâce au lycée Maximilien Vox, du nom d'un génial dessinateur et typographe, les métiers de l'édition perdurent, mieux encore, ils rajeunissent. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre établissement. Qu'est-ce qu'on y enseigne précisément ici? Le lycée Maximilien Vox enseigne les sciences et technologies du design et des arts appliqués. Nous avons également une deuxième filière, c'est la filière professionnelle. Et cette filière, c'est celle des industries graphiques. Et là, on rejoint le livre. Je sens un peu l'encre d'imprimerie. Vous m'emmenez dans les ateliers? Alors là, on est loin de l'imprimerie de papa. En apprenant à dompter des machines impressionnantes, ces futurs bacheliers réalisent des brochures ou des affiches aux couleurs dynamiques
au graphisme contemporain. Ça sent toujours l'encre, mais aussi la vitalité et l'inventivité, ce qui ne suffit pas toujours à éviter l'accident de parcours. Manon? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah là en fait il y a eu un petit problème à la marge, on a eu un double feuille, du coup les bonnes feuilles sont pas sorties. Un double feuille. Ouais, c'est qu'en fait il y a deux feuilles qui restent collées les unes aux autres et quand elles passent dans la machine, bah, ça se bloque. Dis-moi, comment t'es arrivé dans cette formation? Qu'est-ce que t'as aimé? Je sais pas, le fait qu'une feuille blanche rentre dans la machine, ça ressort, il y a du texte, des dessins, de la couleur. J'ai aimé le principe, alors du coup j'ai tout fait pour venir ici et connaître le métier, qui me plaît vachement. Vous n'êtes pas beaucoup de filles? Non, pas beaucoup, mais ça va, on arrive à s'imposer. Vous avez votre place? Oui, Ouais. tout à fait. C'est un peu particulier comme univers ici, comme endroit, ce lycée au cœur de Saint-Germain. Comment tu vis ça, toi? Je vis ça comme un Parisien qui n'avait pas l'habitude de visiter Paris. J'arrive déjà dans le 6e arrondissement alors que je ne me suis jamais plus ou moins intéressé. Je dois m'intéresser aux livres, à toute l'imprimerie, etc. Au début de seconde quand je suis arrivé, c'était assez pesant. Mais au final on s'y plaît, on se prête au jeu, il y a toute une histoire et petit à petit en fait on nous intègre dans cette histoire. Et c'est un fil qu'on doit suivre et c'est assez amusant. Alors dites-moi, vous êtes prof de quoi précisément? Moi, je suis professeur des techniques d'impression et plus des techniques offset. Moi, j'ai commencé avec les presses typographiques. Avec ça? Avec ça. Vous avez Voilà. commencé, vous, à mettre les petits plombs Voilà, comme à ça? composer, à mettre en forme des textes ou des illustrations en relief, techniques d'impression typographique. Et aujourd'hui, on est sur des techniques d'impression offset. Ça n'existe plus. Si, ça existe encore, mais pour des niches d'impression particulières. En tout cas, on vous sent passionné. Ça vous passionne ce Oui, monde-là? c'est une passion. Ouais, je pense que voilà, on a un métier de passion. Et alors comment ça se passe avec les élèves quand ils arrivent pour la première fois dans votre cours? Ils sont surpris? Je pense que beaucoup d'élèves sont surpris. Ils sont surpris parce qu'ils ne connaissent pas. L'imprimerie, c'est pas un milieu. On ne retrouve plus d'imprimerie dans un quartier. Il y a quelques années, on avait un imprimeur dans un quartier, dans un arrondissement. Les imprimeurs aujourd'hui ne sont plus en vitrine, hein, donc sont plutôt sur les périphéries de Paris. Donc aujourd'hui, ils découvrent parce qu'ils ne savent pas comment on fabrique un livre. La partie création, le texte, la mise en page, la mise en forme, la réalisation, la manipulation des matériels. Donc c'est un apprentissage assez long. Ça y est, je crois que j'ai trouvé ce qui dynamise ce quartier, ce sont ses étudiants. Saint-Sulpice se trouve pile entre Saint-Germain-des-Prés et Saint-Michel, où pullulent les universités et les grandes écoles. Si je veux retrouver le goût de mes 20 ans, je dois absolument déjeuner au très chic restaurant universitaire de la rue Mabillon. Sur la route, je découvre le marché Saint-Germain, l'un des derniers du quartier. Tous ces étals me mettent vraiment en appétit, et voilà qu'en quittant le marché, je tombe sur l'ami Frédéric Gersal. Mon repas s'éloigne. Alors, ce lèche-vitrine? Ah bah j'ai rien trouvé pour vous, Frédéric. Il n'y avait plus de grande taille. Comme David. Oh bah, dites donc, ça va bien. Je rentre dans tout. Ouais. Justement, on va aller faire le marché. Ah oui, bah voilà. Alors, le marché Saint-Germain, il y avait là un terrain gigantesque qui dépendait de Saint-Germain-des-Prés. D'où ce nom de Saint-Germain. Il y avait une foire incroyable. On faisait la foire de février à Pâques pratiquement. Il y avait des centaines de baraques, des petites baraques en bois, et avec des rues qui étaient tracées. Et puis elles étaient réunies par métier. Si vous voulez, vous alliez voir les serruriers, vous alliez voir les charpentiers, puis vous achetiez des bibelots. Et cette foire a duré du XVIe au XVIIIe siècle jusqu'à ce jour de mars 1762 où il y a un incendie qui prend juste dans une petite cabirotte. Mais alors le vent du nord soufflant si fort que l'incendie va tout ravager. En 5 heures, ça brûle tout, il ne reste que des cendres. Alors là-dessus, on va reconstruire un pseudo-marché, Napoléon Ier va s'en occuper, Napoléon III, et finalement on arrive à ce bâtiment qui date de la fin du XXe. Et est-ce que ce bâtiment a été construit par les Compagnons du Devoir qui ont un joli petit musée-librairie juste à côté là? Alors on pourrait croire, parce qu'on se dit qu'ils ont sûrement une part dans cette histoire de cette foire de Saint-Germain et du marché Saint-Germain. Il faut remonter à Jérusalem, cette capitale choisie par le roi David et son fils Salomon qui décide de faire construire un temple, le fameux temple de Jérusalem. Et puis il y a la légende qui se mélange à l'histoire et on voit des personnages qui émergent. Ces deux personnages sont Maître Jacques et le père Soubise.
Ces deux personnages vont quitter le chantier, on est pratiquement en l'an 1000 avant notre ère, vont quitter ce chantier et venir en France, le premier à Marseille, le deuxième à Bordeaux, et de là ils vont former de nouveaux compagnons. Et à partir du XVe siècle, on voit commencer se déplacer ces compagnons qui vont faire le Tour de France, ce fameux Tour de France des compagnons du devoir, entre autres. Mais là, c'est un véritable art qu'ils transmettent par le savoir et par la construction. Les histoires de Frédéric valent toujours le détour. Mais maintenant, à table. Je vous invite dans le plus ancien restaurant universitaire de Paris, rénové en 2011. Sur 4 étages, tout y est en self-service, même le piano. Élèves et professeurs se croisent autour d'un plat du jour, d'une grillade ou d'une pizza, et n'importe qui peut profiter de la cafétéria du rez-de-chaussée, même moi. Un peu intimidant ce bain de jeunesse, allez je me lance, on n'a pas tous les jours 20 ans. Non, leur nom il est un peu dur. Bonjour. Mais en mode, Vous permettez que je m'invite à votre table pour prendre le café? Oui, bien sûr. Voilà, c'est bon? C'est très bon, ouais. c'est très bon, ouais. Vous venez souvent ici? Ouais, on vient tous les jours, à peu près. Voir le soir aussi? Voir le soir. Ici ou au Crous là-haut? Ça dépend. Quand on est en speed, on vient ici en fait. En speed? Quand on est pressé, quoi. D'accord. Ici, c'est incroyable, c'est ouvert pour tout le monde. Bah ouais, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout que des étudiants. Il y a des touristes même qui passent par Mabillon et qui finalement viennent au Crous boire le café, donc c'est sympa. Après, dans les étages, c'est beaucoup plus étudiant parce qu'on est censé présenter sa carte, on ne nous l'a toujours pas demandé, mais en tout cas, c'est l'idée. Et du coup, ça coûte 3,20 € et on a entrée, plat, dessert pour 3,20 €. On m'a dit aussi qu'il y avait des gens qui profitaient de la soupe populaire le midi, puis qui le soir venaient manger ici. Ouais, ça on en voit pas mal, y compris dans les étages du coup. Alors je sais pas trop comment ils ont dealé ça avec le Crous, mais en tout cas c'est sympa parce qu'ils peuvent manger là le midi. De toute façon, et il y a de le la place. soir, ouais. C'est le seul endroit du quartier à bon marché, quoi. Ouais, il n'y a pas de kebab dans le 6e. Le café, t'as combien là? 60, ouais. 60 centimes. On ne trouve pas moins cher dans le quartier, c'est pas Non, clairement. C'est un resto U un peu particulier ici, un peu à part, c'est un peu privilégié comme endroit. Bah déjà c'est vrai que l'architecture ça ressemble pas forcément au resto U dont on a l'habitude. Et c'est vrai que c'est super beau. C'est grand luxe ici. C'est plutôt pas mal, ouais. Il y a pas mal de lumière aussi, ouais. C'était cool ce bain de jeunesse, mais la pause est finie. Je file jusqu'à la charmante rue Servandoni, un vivier de gens célèbres. Je le tiens de source sûre puisque c'est Karine qui me l'a dit. Renommée dans toute la France pour la qualité de ses encadrements et dans toute la rue pour la qualité de ses infos people. Bonjour Karine, bonjour Marc. Bonjour. En plein travail? Oui. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de choisir un encadrement pour une gravure de Dorny. C'est un peintre du XXe siècle. La philosophie de la maison, c'est d'aller vers un épurement du style, du cadre, de faire en sorte que l'encadreur se retire pour faire vivre l'œuvre. Là, on a pensé qu'on allait surélever la gravure, la faire flotter. Il faut un support dessous. Le blanc est plus punchy, le crème est dans la continuité de l'œuvre. Le vert ne touchera pas la gravure et elle flottera. Elle donnera une impression de flotter dans le cadre. Ça, c'est de l'or blanc. Ça, c'est de l'or blanc. Ah oui. Donc, c'est juste un ray de lumière autour de la gravure et rien d'autre. On vient pour ça, on sait parce qu'ici, Voilà. c'est une bonne maison et qu'ils vont faire le meilleur pour mon œuvre. C'est pas parce que c'est une bonne maison. On essaie d'être des artisans honnêtes. On essaie de travailler de telle sorte que la conservation soit assurée. Comment ça a commencé pour vous exactement, l'encadrement? J'ai été prof de lettres dans ma jeunesse et c'est une histoire d'amour qui m'a fait tomber dans l'encadrement. Voilà. Et j'ai repris, un jour j'ai repris ma liberté, mais en même temps j'ai continué le métier et voilà. Donc, Aujourd'hui, vous refusez des clients? non, jamais. On a un créneau très particulier de choses raffinées, des choses plus contemporaines, underground. Underground. Voilà. Aussi, on fait de l'underground, dans le 6e arrondissement. Voilà, ça nous arrive. Dites-moi, vous n'êtes plus beaucoup d'artisans dans la rue, là? Non, on est de moins en moins. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? 20 ans d'atelier et 38 ans à habiter dans cette rue-là.
C'est tranquille ici. C'est tranquille, oui, c'est tranquille. C'est comme un petit village. Voilà, exactement. Tout le monde se connaît. Et la population n'a pas vraiment changé? Si, parce qu'au départ, vous aviez surtout des commerçants, des artisans. Maintenant, c'est le règne des bobos. Voilà. Ah, les fameux bobos. Moi, dans ce quartier, je dirais bourgeois tout court. Quoique mon regard soit attiré de l'autre côté de la rue par une enseigne aux couleurs joyeusement bohémiennes. Un musée du langage, ça, c'est original. Bonjour. Bonjour. Je passais devant votre musée consacré aux langues, qui est incroyable d'ailleurs. Je me posais une question. Ouais. Le titi parisien, est-ce que c'est encore une langue ou un dialecte parlé? Ah, Titi parisien est mort avec la fin des Halles. Ah bon? Il n'y a plus de titi parisien? Non. On Quel a dommage. fait déplacer toute la population qui le parlait. Donc du coup, il a disparu avec. Mais c'était une langue, c'était quoi le titi parisien? C'était une variante du français. Hop. Alors ça raconte quoi ce musée précisément? Ce musée, qu'est-ce qu'il raconte? C'est le musée qui est consacré au langage humain et aux langues du monde. Donc d'un côté, on voudrait raconter le miracle du langage humain qui utilise quelques petits bruits faits avec la bouche, les consonnes et les voyelles, qu'on peut combiner entre eux pour dire des millions et des millions de mots et des phrases, j'en parle même pas, ce qui est très différent de la communication des animaux qui est extrêmement limitée à certains bruits ou des bébés. Et après, on voudrait montrer la diversité des langues du monde et surtout les liens de parenté qui existent entre eux. Il y a combien de langues dans le monde? Plus ou moins 6500. 6500 langues. Ouais. Et on peut toutes les entendre ici? On ne peut pas les entendre toutes, on peut entendre plus que 1000. Il était déjà pas mal. impossible de mettre plus sur nos écrans. Après, nous avons beaucoup d'objets. Alors ça c'est quoi par exemple cette grosse tête là? Ce cerveau? Cette grosse tête montre l'articulation. Donc justement, elle montre les endroits où nous prononçons ces bruits qui sont à la base de ce miracle du langage humain. Ici, vous pouvez appuyer sur le bouton. Vous entendez la consonne et vous voyez où ça se prononce. Où le souffle passe, où l'air passe, c'est ça? On montre où on fait l'obstruction au niveau de la bouche pour moduler ce bruit. Donc si j'appuie sur X là, ici c'est un poste important? C'est le poste le plus aimé par les visiteurs. Pourquoi? D'habitude, parce que c'est des quiz où il faut deviner des langues étrangères ou des accents ou des langues régionales de la France ou les accents des francophones. Vous parlez combien de langues? Pas beaucoup, je parle couramment 3 langues, dont ma langue maternelle, Qui est? le tchèque. Le tchèque? Ça c'est compliqué le tchèque. Pour un français peut-être oui, mais pour un polonais ou pour un russe, Vous moins. me dites on continue la visite en tchèque? Budeme pokračovat v návštěvě. J'ai pas compris mais c'est bon. Nous avons 7 troncs, nous avons 7 arbres, il y a 7 grandes familles linguistiques, mais ce n'est pas exhaustif. Donc il y a des grandes familles comme la famille Niger-Congo, la langue indo-européenne, sino-tibétaine, des langues amérindiennes. Mais après, il y a des théories qui relient encore ces familles des langues entre elles. Wow. Et certaines théories pensent que toute la langue vient d'une seule. Donc on pourrait dire que Donc les branches se rejoignent à un moment ou à un autre. les racines Les racines, ah ce sont les racines qui se sont rejoignent. les racines qui se rejoignent. Par exemple là il y en a plein. Il y a combien de langues là? Près de 1200. Et ça C'est des langues austronésiennes, donc les langues de l'Océanie surtout. On a une machine à imprimer Montrez-moi. en chinois, voilà. Donc ici nous avons les 2100 signes chinois. C'est une machine Enigma qui vient de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une machine allemande qui servait à coder les messages secrets. Vous écrivez votre texte dans une langue normale. Il y a une sorte de cylindres qui sont liés entre eux, qui codifient ce que vous avez écrit. Il y a un code précis et en fait les Alliés n'arrivaient pas à casser ce code pendant très longtemps. Finalement, les Anglais ont réussi à le faire en s'appuyant en anglais, oui. C'est quoi ce cercueil? Ça, c'est le cercueil où on met
les langues qui sont mortes. Ici, on a un tambour des langues en danger. Et les pauvres, quand il n'y a plus de locuteurs qui les parlent, elles finissent. Il y a beaucoup de Juste langues en là. danger dans le monde? Oui. Oui. Et pourquoi sont en danger ces langues? Parce qu'il n'y a plus personne qui les parle, pour diverses raisons. Ça veut dire qu'ici, je pourrais trouver mon titi parisien? Oui, très probablement. Voilà, il est l'heure de quitter les lettres de tous les pays et le pays des lettres. Ce quartier Saint-Sulpice où les mots voguent sur les murs et flottent dans l'air. Un quartier à lire et à retrouver sur le site internet de France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.